vous propose de commencer ce conseil municipal. On va commencer par l'appel nominal. Nadège Dosba. Patrick Antigny. Fabienne Pasquale. Dominique Baude. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Play. Jean-Louis Martegoutte. Françoise Velasco. Carole Gréaume. Hervé Georges. Pierre Brousse Lefin. Carole Bonafou. Florence Pereira. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Place-Hans. Patrice Joubert. Perrine Heurtaud. Tristan Poc. Vincent Échouer. Corinne Laurent. Et Jean-Dany Garnin qui a donné procuration à Christiane Prévost. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance dans l'ordre habituel. Et c'est Alain Bourguignon qui s'y colle. Alors, je vous propose de passer au premier point à l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du lundi 14 juin 2021. Y a-t-il des modifications à y apporter? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention? Ok, Ok. Je fais passer les deux feuilles de signature. Décision prise en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2021-27, visa préfectorale du 10 juin 2021. Règlement des honoraires d'avocat, cabinet Cornille-Fouché, analyse juridique, urbanisme. Décision numéro 2021-28, visa préfectorale du 14 juin 2021. Dépôt d'un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Bordeaux. Requête numéro 2005-522-2. Décision numéro 2021-33, visa préfectorale du 10 juin 2021, fixation des tarifs pour les manifestations municipales. Décision numéro 2021-35, visa préfectorale du 23 juin 2021, conclusion d'un bail à titre précaire. Décision numéro 2021-36, visa préfectorale du 8 juin 2021, demande de subvention département de la Gironde, dispositif voirie et sécurité. Décision numéro 2021-37, visa préfectorale du 10 juin 2021, règlement des honoraires d'avocat, cabinet Cornille-Fouché, requête numéro 2101-007-2. Décision numéro 2021-38, visa préfectorale du 15 juin 2021, règlement des honoraires d'avocat, cabinet Cornille-Fouché, requête numéro 2185-2-2. Décision numéro 2021-39, visa préfectorale du 21 juin 2021, signature d'un accord cadre fourniture et maintenance de défibrillateurs, numéro 2021-06. Décision numéro 2021-40, visa préfectorale du 28 juin 2021, demande de subvention au département de la Gironde, programmation de Paul Mellet, chante Jean Ferrat. Décision numéro 2021-41, visa préfectorale du 28 juin 2021, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif lutte contre les incendies. Décision numéro 2021-42, visa préfectorale du 28 juin 2021, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif conservation du patrimoine écrit. Décision numéro 2021-43, visa préfectorale du 28 juin 2021, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif aménagement et équipement public. Décision numéro 2021-44, visa préfectorale du 28 juin 2021, demande de subvention au département de la Gironde, dispositif études. Décision numéro 2021-45, visa préfectorale du 1er juillet 2021, fixation des tarifs dans le cadre du BAL du 13 juillet. Décision numéro 2021-46, visa préfectorale du 1er juillet 2021, fixation des tarifs de la restauration scolaire. Les décisions ont été affichées et donc ont été jointes au dossier du conseil municipal que vous avez reçu. Voilà, je vous propose de passer à la première délibération. Délibération numéro 2021-45, convention de coopération entre Pôle emploi, la commune de Salles et le CCS. La parole est à Sylvie. Alors, vu la tenue de la commission Action sociale du 30 juin 2021,
Pour beaucoup de demandeurs d'emploi résidant sur notre territoire, l'accès au pôle emploi de la Teste est complexe en raison de l'absence de moyens de locomotion combinés à des difficultés financières. Ce sont des freins supplémentaires aux démarches d'accès à l'emploi. La commune de Salles, se situant au cœur du territoire du Val-de-Leyre, a depuis de nombreuses années œuvré pour aider les demandeurs d'emploi de la commune à trouver un emploi. Ainsi, afin de se rapprocher de ce public, la directrice de l'agence Pôle emploi de la Teste et le maire de Salles, président du CCAS, ont convenu de programmer une permanence bimensuelle de Pôle emploi dans les locaux du CCAS, situés au 11 allée du Champ de Foire à Salles. Cette permanence bénéficiera aux demandeurs d'emploi locaux. La convention annexée a pour objet de déterminer les modalités de collaboration entre Pôle emploi, la commune de Salles et le CCAS, afin de proposer un service de proximité aux personnes en recherche d'emploi. Dans ce cadre, la commune de Salles s'engage à mettre à disposition des conseillers Pôle emploi un local lui appartenant, situé au CCAS, et à assurer la diffusion des messages d'information de Pôle emploi afférents à ces permanences sur les supports de communication de la commune. La convention est programmée pour 1 an, renouvelable une fois de manière tacite. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de coopération entre Pôle emploi, la commune et le CCAS, convention ci-jointe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de coopération précitée. Donc cette convention, vous l'avez tous eue en pièce jointe. Elle a été aussi lue pendant la commission action sociale. Voilà, si vous avez des questions. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2021-46, adhésion de la commune au dispositif de tarification sociale des cantines. Cantine à 1 €, convention avec l'État, représentée par l'Agence des services et de paiement. La parole est à Morgane. Alors bonsoir à tous. Avant d'aborder avec vous la délibération portant sur la tarification sociale des cantines scolaires, je tenais à vous, élus, et surtout aux Sallois qui nous écoutent, leur rappeler peut-être des éléments de compréhension sur cette délibération. Donc pour les élus qui sont dans la salle, vous pourrez suivre le PowerPoint qui est présenté devant vous. Alors, première chose à avoir à l'esprit, peut-être pour bien comprendre l'enjeu de cette délibération, c'est qu'est-ce que la tarification sociale de la restauration scolaire. Donc la restauration scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, notamment lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un espace privilégié d'inclusion, d'intégration pour les enfants. Elle permet en particulier aux élèves issus de familles défavorisées de bien manger avec un repas complet et équilibré. Elle favorise donc leur concentration, le bon déroulement des apprentissages, tout en contribuant à réduire les inégalités dès le plus jeune âge. Or, les enfants issus des familles modestes sont 2 fois plus nombreux à ne pas manger à la cantine que les enfants issus de familles favorisées et très favorisées en général. Donc mettre en place une tarification sociale, c'est donner à chaque enfant les moyens de la réussite. Un constat flagrant et important à souligner ici, c'est que si les grandes villes ont les ressources pour organiser une tarification sociale, ce n'est pas le cas pour les plus petites, notamment comme Salles. Une étude de l'AMF menée il y a quelques mois auprès de 3000 communes renforce le constat sur 2 choses. La première chose, c'est que plus de 75% des communes de plus de 10 000 habitants ont mis en place une tarification sociale, généralement basée sur le QF, donc on reviendra dessus tout à l'heure, contre moins de 25% des communes de moins de 10 000 habitants, qui optent souvent pour un tarif unique. Et je rappelle que la commune de Salles a un tarif unique de 2,80 € le repas. Donc c'est pour réduire cette inégalité que l'État s'est engagé à accompagner ces petites communes, majoritairement situées dans les territoires ruraux, et particulièrement les moins favorisés. Depuis le 1er avril 2021, ce sont l'ensemble des communes éligibles à la dotation de solidarité rurale, péréquation, qui peuvent bénéficier de l'aide de l'État, élargissant le nombre de communes éligibles et non plus seulement les communes bénéficiant de la fraction cible de la DSR. Donc la commune de Salles, face à ce constat, peut donc aujourd'hui profiter de cette opportunité offerte. Alors concrètement, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce soutien ? Donc, au travers d'une convention pluriannuelle, l'État s'engage à verser l'aide aux collectivités éligibles pendant 3 ans, sous réserve de la disponibilité des crédits en loi de finances. Cette aide s'élève à 3 € par repas, servi au tarif maximal d'1 € depuis le 1er janvier 2021. La collectivité reste libre de se retirer du dispositif quand elle le souhaite.
Alors, récapitulons un peu pour vraiment que tout le monde ait les éléments de compréhension. Donc, première chose à avoir à l'esprit, c'est qu'on a affaire à une subvention ici aux collectivités de 3 € versée par l'État pour chaque repas facturé à 1 € ou moins aux familles. Dans quelles conditions? Les repas concernés sont ceux des élèves de toutes les écoles du premier degré, donc maternelle et élémentaire. Donc tous les enfants seront concernés, la cible plutôt sur la commune de Salles et toutes les écoles, notamment en maternelle et en élémentaire, qu'ils résident ou non dans la commune. Le service de restauration scolaire doit proposer au moins 3 tranches de tarification, soit 3 tarifs distincts en fonction des revenus ou du QF, dont au moins un inférieur ou égal à 1 € et un supérieur à 1 €. Alors, concrètement, pour la commune de Salles, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le coût moyen d'un repas servi à la cantine scolaire aujourd'hui sur Salles est d'environ 7,50 €. Le tarif facturé aux usagers est actuellement de 2,80 € par repas. Le reste à charge est donc pour la collectivité de 4,70 €. La subvention de 3 € est conçue donc comme une compensation du manque à gagner de la commune qui met en œuvre la tarification avec un tarif plafond d'1 € pour les familles les plus modestes. Dans cet exemple que l'on voit ci-dessus, l'État offre donc une prise en charge d'environ 40% du coût d'un repas. Alors pour essayer d'être le plus concret et peut-être pour ceux qui nous écoutent se rendre compte du dispositif, voici aujourd'hui la répartition actuelle par tranche de QF sur la commune de Salles. Donc déjà le QF, c'est un terme que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est un outil qui permet de calculer la participation des familles à partir de leurs revenus, salariaux, primaires, patrimoine, peu importe, des prestations familiales, mais aussi de la composition du foyer. Donc aujourd'hui sur la commune, on a les tranches suivantes, donc je vais peut-être passer un peu sur l'analyse du diagramme circulaire pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet. La proposition de la commune avec les 3 tranches suivantes, donc pour respecter les obligations du repas à 1 €. Donc la première tranche va aller de 0 du QF 0 à 869. Ça va concerner 22% des familles salloises, 201 enfants. Et pour ces derniers, donc le repas sera à 1 €. Il était à 2,80 €. Ça fait donc une baisse du repas de 65%. Donc ce qui n'est pas négligeable. Deuxième tranche du QF donc de 870 à 1009. On est sur les 8% des familles salloises, 78 enfants. Là, le tarif sera à 2,60 €, donc c'est une baisse de 20 centimes, soit une baisse de 7%. Et enfin, pour les 70% des familles restantes, c'est-à-dire 606 enfants, on est sur un repas qui ne bougera pas en termes de tarification. Donc, si on calcule un repas à 1 € facturé aux familles, plus 3 € d'aide de la part de l'État, nous aurions une recette de 4 € pour les tarifs les plus bas, alors que nous n'encaissons pour tous les tarifs que 2,80 € aujourd'hui. Donc pour la collectivité, c'est un gain d'1,20 € par repas et une baisse de 1,80 € pour les familles. Pour la tranche numéro 2, le manque à gagner pour la commune est de 20 centimes, le tarif passant à 2,60 €, alors que nous proposons aujourd'hui 2,80 €. Pour la tranche 3, il n'y a aucun changement. Alors, si nous avions décidé de mettre le repas à 1 € pour un plus grand nombre de familles, c'est par exemple la remarque que certains peuvent se faire de se dire pourquoi on n'a pas élargi en fait le QF à plus de tranches, tout en respectant l'obligation des 3 tranches. Cela semblerait une forte opportunité car la commune profiterait de cet effet d'aubaine, mais comme toujours avec les effets d'aubaine, ces derniers, et par les abus qu'ils peuvent générer, la politique du repas à 1 € serait remise en question par son coût pour les finances publiques, et surtout par le non-respect de son objectif initial, qui est de permettre, n'oublions pas l'objectif initial de la mesure, aux familles à revenus très modestes d'avoir un repas de qualité pour leurs enfants et que le prix ne soit pas un obstacle. Cette décision finalement entraînerait la disparition totale ou partielle de ce processus. L'État pourrait donc imposer lui-même des cautions ou même supprimer l'opération repas à 1 €. Dans ces deux cas, la commune serait donc contrainte d'imposer aux familles une hausse énorme des prix du repas. Donc si je conclus, sur cette mesure, nous aurions donc comme résultat que 30% des familles salloises vont voir leur prix du tarif à partir de septembre diminuer, certains 65%, pour d'autres 7%. Et pour les 70% des familles restantes, rien ne change pour eux. Alors, avant la lecture de la délibération, j'aimerais remettre peut-être les choses au clair et répondre à l'avance peut-être à certaines interrogations que peut-être certains élus se posent, mais aussi peut-être certaines familles. La première chose peut-être à dire sur cette délibération, c'est que même pour les tranches avec les plus hauts revenus, donc ceux qui vont voir leurs tarifs inchangés, il ne faut jamais oublier que la commune subventionne près de 5 € le repas.
sachant que le prix de revient est à 7,50 €. Donc ça, faut quand même l'avoir à l'esprit que la commune subventionne à peu près 5 € le repas pour les familles les plus favorisées. Le discours qu'on entend bien trop souvent qui stipule que ceux qui sont en haut paient pour ceux qui sont en bas ne tient pas et est faux sur ce dispositif, dans la mesure où la vraie justice sociale sur cette question de la tarification, c'est permettre aux familles les plus en difficulté d'avoir accès à un repas de qualité à moindre coût. Le prix du repas ne doit pas être un frein pour certaines familles à inscrire leurs enfants à la cantine. Et enfin, peut-être avant-dernière remarque, sur cette mesure, nous ne sommes pas dans un dogmatisme d'opposition à une mesure émanant de l'État. Au contraire, quand la mesure est bonne et dans l'intérêt des salariés, nous y souscrivons pleinement. Et enfin, dernière chose, comme toute politique publique, sera dressé dans un an, jour pour jour, un état des lieux. Donc un premier bilan en toute transparence, d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire concrètement en termes de recettes fiscales pour la commune. Mais également, l'objectif, c'est peut-être de permettre à certaines familles d'avoir accès à la cantine, alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et peut-être qu'avec ce dispositif, certaines familles dont les revenus sont très modestes pourront envoyer leurs enfants à la cantine. Voilà. Donc dans un an, il y aura un état des lieux clair, transparent sur ce dispositif, pour vous informer de la bonne tenue de cette mesure. Je vais donc maintenant lire la délibération. Donc le conseil municipal, vu la tenue de la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie scolaire le 29 juin 2021, dans le cadre de sa politique sociale résolument tournée vers l'accès à la restauration scolaire du plus grand nombre, la commune de Salles souhaite s'engager dans le dispositif de tarification sociale des cantines scolaires, communément dénommé repas à 1 €. La commune faisant partie des communes éligibles à la tarification sociale des cantines scolaires. Pour bénéficier des aides relatives à la tarification sociale des cantines scolaires, il est nécessaire que la commune signe une convention avec l'État. Il est précisé que ce dispositif permet à la commune de bénéficier d'une aide de 3 € par repas facturé 1 €, sous la condition d'appliquer au minimum 3 tranches de tarifs différents, dont au moins une à 1 € pour les enfants demi-pensionnaires de nos écoles. Par décision numéro 2021-46 en date du 1er juillet 2021, Monsieur le maire a fixé les tarifs de la restauration scolaire à partir du 1er septembre 2021. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention triennale relative à la tarification sociale des cantines scolaires avec l'Agence des services et des paiements représentant l'État dans cette mesure, ainsi que tous les documents et actes nécessaires à la mise en œuvre de la dite convention si annexée. De rappeler que Monsieur le maire, en vertu des délégations du conseil municipal prises sur la base de l'article L2122-22 du CGCT, a fixé les tarifs des repas pris auprès de la restauration scolaire comme suit à partir du 1er septembre 2021. Tarif du repas, famille ayant un QF compris entre 0 et 869, 1 €. Famille ayant un quotient familial compris entre 870 et 1009, 2,60 €. Famille ayant un QF supérieur à 1009, 2,80 €. Donc le tarif pour ces derniers est inchangé. Et tous les autres tarifs demeurent également inchangés. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Madame Heurtaud. Moi, j'ai plusieurs remarques. Alors moi, honnêtement, je ne suis pas favorable. D'une part, parce qu'il n'y a pas d'argent miracle. Là, il n'y a pas d'argent miracle. Là, c'est l'État qui va financer une mesure pour 3 ans. Dans 3 ans, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Alors, j'ai bien fait les calculs. C'est vrai que la commune de Salles, donc c'est a priori une mesure sociale, mais finalement, c'est une mesure qui va rapporter 45 000 € à la commune pendant les 3 prochaines années. Ensuite, si la mesure n'est pas reconduite, ça coûtera 75 500 € par an. Et les 45 000 € c'est par an. Donc en effet, vous faites une économie pendant 3 ans. On est d'accord. Si ça devait vraiment être une mesure sociale comme vous l'annoncez, on aurait une vraie mesure dégressive, à savoir que vous avez fait 3 tranches. La première tranche à 1 €, c'est la condition pour laquelle l'État subventionne. Et la deuxième tranche, elle aurait pu être plus importante. Vous auriez pu utiliser les 45 000 € pour diminuer le coût des familles intermédiaires. Là, ce n'est pas le cas. Elles perdent 0. Il y a une petite tranche minime qui perd 20 centimes, qu'en dire quasiment rien. D'autre part, moi, j'estime que l'État, il est là pour des il est là pour des mesures régaliennes. On lui demande, et on a voté, nous, des 2 mains, l'émotion, plus de forces de gendarmerie contre le péage de la 63. Et moi, ce que je demande à l'État, c'est d'être là quand on a besoin de lui, pour ne pas nous faire des routes payantes, pour nous mettre des forces de gendarmerie, pas pour remplacer quelque part la politique territoriale d'une commune. J'espère qu'on m'entend.
Ensuite, alors, la politique du repas à 1 euro, à mes yeux, ça déresponsabilise les familles. À savoir, vous haussez les yeux, monsieur le maire, si vous voulez, mais c'est mon avis. Je suis désolé, j'ose pas les yeux, je me frotte les yeux, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord, ok, pardon, autant pour moi. Donc ça déresponsabilise les familles, à savoir que si elles payent 1 euro, il y aura quoi, les familles qui payent 1 euro, malheureusement, elles ne préviendront pas quand leurs enfants seront absents. Et ça veut dire que ça génère du gâchis alimentaire. Quoi. Ensuite, du coup, en fait, à mes yeux, vous faites... à l'origine, le prix, en effet, comme M. Boutel l'a dit, le prix de 2,80 €, il est déjà social, puisque la cantine, a priori, ça coûte 7,50 €, on est d'accord sur les chiffres, c'est déjà un prix social. En fait, on rajoute du social au social, et je ne suis pas sûre que, honnêtement, je suis pas sûre que ça changera la donne sur les familles qui mettront leurs enfants ou pas. Je crois qu'on a de l'ordre, je ne sais plus si c'est entre 90 ou 95% des enfants qui sont à la cantine aujourd'hui. Vous avez promis un bilan et en effet vous le ferez, ça, il n'y a pas de doute. J'attends de voir le bilan dans 1 an et je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Il y a une aide du CCAS pour des familles qui vraiment ont des soucis et c'est bien normal. Honnêtement, j'y crois pas. Voilà. Mais j'attendrai le bilan avec plaisir. Alors, enfin, un vrai clivage sur un sujet entre vous et nous. À vrai dire, donc j'ai plusieurs peut-être choses à répondre par rapport à ce que vous dites, Madame Heurtaud, et peut-être aussi vos collègues qui sont autour de vous qui partagent peut-être la même position. Alors, déjà, premièrement, sur l'aide aux commerçants, par exemple, mis en place par Monsieur le maire il y a quelques temps. Sur l'aide aux commerçants mis en place par Monsieur le maire et l'équipe municipale, à laquelle, je vous rappelle, vous et moi avons voté pour. Je ne crois pas, mais si ce n'est pas le cas, vous me le dites, vous avoir entendu sur le coût fiscal pour le contribuable, alors qu'entre nous, le dispositif est plus important que la mesure sur la tarification sociale. Donc j'ai l'impression que vous avez une dénonciation notamment des deniers publics à géométrie variable. Et tout ce qui peut toucher au domaine social, j'ai l'impression que ça peut vous poser problème d'un point de vue deniers publics. Alors, ça c'est une première chose. Les chiffres que vous avez sortis, je ne sais pas d'où ils viennent. J'aurais aimé les entendre à la commission la semaine dernière. Désolée, je n'étais pas là pour la commission, je me suis excusée, je vous ai envoyé un mail. Oui. Je suis désolée, je n'étais pas là pendant 8 jours. Vous pouvez faire très bien passer je suis désolée. Les éléments aussi. C'est toujours intéressant de les avoir avant le conseil municipal. Alors moi, mes calculs, ils sont très justes. J'ai pris vos chiffres et j'ai mesuré 201 enfants par 200 donc l'économie. Et il y a 200 jours d'école, donc 200 jours de cantine. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. D'accord. Donc vous me les enverrez pour qu'on les vérifie. Après, deuxième chose où là je suis totalement en désaccord avec vous, c'est lorsque vous parlez des fonctions régaliennes de l'État. Là, je pense qu'il y a un deuxième sujet d'opposition, clairement. C'est que moi, je considère que l'État, il n'a pas qu'à gérer les fonctions régaliennes que sont la sécurité, par exemple. Au contraire, l'État, sur les questions économiques, sociales, il a tout son mot à dire et il doit au contraire intervenir. Je ne le pense pas. Mais là, il y a un réel clivage de positionnement politique entre vous et moi là-dessus, car je pense qu'au contraire, c'est à l'État, sur ces questions-là, d'intervenir. Voilà. Troisième chose, peut-être, que j'aimerais évoquer, parce que vous dites, au fond, on aurait pu prendre un peu plus de largesse, plus de souplesse peut-être avec les tranches. Mais l'objectif initial de cette mesure, Madame Heurtaud, c'est de viser les publics les plus défavorisés, en fait. C'est ça la mesure. Je ne sais pas ce qui vous fait rire. Et du coup, vous faites quand même 45 000 €. Si, je vous assure, vous ferez vos calculs. Je ne vais pas m'appuyer sur des chiffres que je ne connais pas, donc je ne vais pas m'appuyer là-dessus. Oh, allez. Mais non, ces chiffres, je ne les ai pas, Madame Heurtaud, donc je ne vais pas m'appuyer dessus. Moi, je vous dis juste qu'aujourd'hui, cette mesure, elle émane de l'État. Nous, on n'est pas sectaire contrairement à d'autres. Donc, quand je ne suis pas sectaire. Merci. Je me permets de rajouter, cette mesure, on considère que c'est une bonne mesure dans l'intérêt des Sallois, et notamment dans l'intérêt des familles les plus en difficulté. Donc, on la met en place. Et je vous assure que quand on fera le bilan dans 1 an, vous verrez que d'un point de vue de finances publiques, ça ne posera aucun problème pour la collectivité. Et dans 3 ans, vous ferez quoi? Je ne sais pas. On verra. Ok. On en reparlera. On verra. Monsieur Boutet, vous considérez de mettre plusieurs tranches que ce n'est pas une mesure sociale? Déjà, Non, mais c'est une question. C'est oui ou c'est non. Est-ce que avoir 2 ou 3 tranches supplémentaires n'est pas une mesure sociale?
est juste? Moi, ce que je considérais comme aujourd'hui une injustice, je vous le dis honnêtement, c'est d'avoir une tarification unique sur la commune. Dont acte. Donc, Dont déjà, acte. non, mais Dont dont acte. acte, je vous le dis. Là, pour moi, je trouve que la vraie injustice, c'est d'avoir une tarification unique sur la commune avec des familles aisées et des familles moins défavorisées qui payaient le même tarif. Voilà, ça, pour moi, c'est un réel problème. Donc la vraie justice sociale, Ok. en fait, sur cette mesure, c'est de lisser avec les QF pour avoir une vraie justice sociale. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que vous savez, les tranches, dès qu'on est juste un peu au-dessus, il peut y avoir une petite injustice dès qu'on est juste au-dessus Oui, de la c'est toujours tranche. les effets de seuil, Vous êtes, effectivement. vous êtes d'accord sur le sujet? Quelqu'un qui gagne 14 900 euros par an et celui qui gagne 15 500, il n'y a pas de vraie différence. Enfin, Non, mais les effets de seuil, ils existent pour toutes les prestations et vous Non, ne les mais éviterez pas. Il n'y a aucune solution. C'est il y a pour ça aucune que la- solution. Si, il y a des solutions. Non, non, C'est non. Si, Sur on les peut effets de passer. seuil, vous Là, tombez on passe de toujours sur 1 un euro à 2,60 Non, mais vous tombez toujours €. Et sur on un peut effet de juste seuil, faire intermédiaire, ce qui est à 70. Quels que soient les tarifs, vous aurez toujours des effets de seuil. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une tarification dans un premier temps, uniquement pour les familles les plus défavorisées. On verra demain, on fera un bilan au bout d'un an, et peut-être qu'il faudra proposer d'adapter plus de tranches que ça, on verra dans un an. Mais pour l'instant, on va faire une étude à un an, et après, on verra. Moi, j'ai entendu dire tout à l'heure, il y a le CCAS, je suis désolé, le CCAS, s'il est là pour répondre à des mesures ponctuelles, il n'est pas là pour répondre tout le temps à des enfants qui ne peuvent pas aller à la cantine. Cette mesure-là a au moins l'avantage de rendre neutre la chose et de ne pas obliger les familles à aller vers le CCAS pour demander une aide. Et ça, je pense que c'est une vraie mesure sociale. Voilà. Alors, je sais que ça nous différencie, mais je l'assume parfaitement. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que les familles elles payent le moins cher possible pour celles qui ont les plus bas revenus. Et si on peut faire profiter, même si ça profite qu'à 30 enfants sur la commune qui aujourd'hui ne vont pas à la cantine et qui demain y vont, eh ben, je pense que le pari sera déjà gagné. Jean-Louis. Oui, je suis étonné d'avoir qu'une vision comptable de la chose. Dans la première diapo, il est dit que les enfants qui ne vont pas à la cantine ont un léger handicap pour accéder à la connaissance. Là, ça va dans le bon sens. À nous de faire, ou à l'État de faire une évaluation de l'état des connaissances des gamins qui vont à la cantine et ceux qui n'y vont pas. Et si c'est le cas, s'il y a vraiment une amélioration, pourquoi refuser cette proposition? Je suis désolé. Mais lorsqu'on parle de social, moi je pense aux gamins, je n'ai pas une vision comptable de la chose. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Hein voilà. Oui, Jean-Louis. Il y a derrière ça l'intérêt des enfants. Non, ça va. Là, vous ne pensez pas, vous pensez qu'à 45 000 € de bénéfices, et puis dans 3 ans, l'État, on verra dans 3 ans, on verra. Mais si pendant 3 ans, ça peut améliorer l'accès à la connaissance des gamins qui ne peuvent pas aller à la cantine parce que les parents n'ont pas les moyens, fonçons. Voilà, c'est tout ce que je dis. Là, ça reste comptable hein, pour la commune aujourd'hui. Ils vont gagner 45 000 €. Madame non, Artaud. mais attendez, non. Excusez-moi de compléter peut-être la position de Jean-Louis, mais je reviens sur l'argument que je vous ai donné tout à l'heure. Vous n'avez pas répondu, en fait. Je ne vous ai pas entendu lorsqu'il y a eu un dispositif au niveau des commerçants sur le coût fiscal pour la commune. Pourquoi là, aujourd'hui, vous parlez d'éléments comptables, fiscaux, sur une mesure sociale, dans l'intérêt des gamins, des familles les plus en difficulté, alors que sur une mesure qui a un coût fiscal et qu'on a voté, sur lequel moi je ne regrette rien, au contraire, vu le succès de ce dispositif, on ne vous a pas entendu là-dessus. Donc pourquoi vous avez... En fait, oui, vous êtes à géométrie variable. Le mot social vous pose problème, j'ai l'impression. D'accord ? Je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça, Monsieur Boutet. C'est quand on vous dit de rajouter une tranche ou deux, c'est pas, ça, on peut élargir on le plus grand. le fera, Monsieur Téchouer. On peut élargir au plus grand nombre, mais ça va dans le sens de ce que dit Jean-Louis, c'est que ça va vers d'autres enfants en supplément pour quasiment le même coût, puisqu'il y aura 45 000 € qui auront été économisés. Redéployons-le sur d'autres enfants qui sont légèrement au-dessus. Mais Monsieur Bon, c'est juste ça. Ce dispositif, on va le mettre en place l'année prochaine, on va y réfléchir. Je vous rappelle qu'on est l'une des seules communes sur le territoire à avoir eu une tarification unique. Tous les autres dispositifs, garderie, LSH, c'est lissé sur les QF. Je termine, Madame Heurtaud, s'il vous plaît. La cantine, c'est le seul truc où, au fond, il n'y a pas de lissage selon les QF. Donc on va le faire, vous inquiétez pas, soyez pas trop impatients. On va le faire dans les années qui viennent. Mais déjà, on commence avec 3 tranches, on le fait relativement assez bien. Je vous rappelle que pour 70% des familles, Madame Heurtaud, rien ne change. Rien ne change. Et que, Compris que rien ne changeait pour 70% des familles, et c'est pas une hausse pour certaines familles, ça j'ai bien compris. Hein. Et si
le QF, comment dire, la CAF, elle donne les subventions parce que c'est pour la garderie, la CAF ne subventionne que parce qu'on paye au QF. C'est pour ça que toutes les communes y sont. Mais je crois que même si la CAF ne le proposait pas, je pense que ça, c'est une vraie mesure sociale quand même, le QF. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein, quand même. Et c'est pas parce qu'on n'a pas mis le QF en place, parce que la CAF nous l'a demandé. Hein. C'est pour ça quand même. Heureusement d'ailleurs. Y a-t-il d'autres observations sur le sujet? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions, des oppositions. 1, 2, 3 oppositions. Ok, je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2021-47, modification du tableau des effectifs titulaires, création et suppression de postes. La parole est à Nadège. Alors, je vais commencer par la lecture de la délibération, et puis je m'arrêterai un peu après pour bien vous expliquer. Donc, vu le tableau des effectifs de la collectivité, mis à jour le 17 mai 2021 par délibération numéro 2021-35, vu l'avis du comité technique commun de la commune et du CCAS de Salles en date du 24 juin 2021, la commune doit procéder à 2 recrutements, un électricien sur le pôle technique et un agent au multi-accueil. À ce titre, il est proposé d'ouvrir les grades suivants au tableau des effectifs, à savoir un adjoint technique principal de première classe, un adjoint technique principal de deuxième classe, un adjoint technique et un auxiliaire de périculture principal de première classe. Par ailleurs, suite au récent recrutement et avancement de grade, il est proposé la suppression d'une partie des postes demeurés vacants. Alors, je vous explique. Concernant la création des postes, donc, sur le pôle technique, un recensement des besoins au sein des ateliers municipaux a montré la nécessité d'avoir de manière permanente un électricien sur la commune. La commune va donc recruter un agent qui viendra en remplacement d'un agent qui a quitté le service suite au départ à la retraite d'une autre personne dans un autre service. Donc on ne crée pas réellement un emploi. Pourtant, cet agent-là, quand on va le recruter, il faudra qu'il ait les qualifications d'électricien, bien évidemment, et il sera nécessaire de le recruter soit sur le grade d'adjoint technique principal de première classe, soit sur le grade d'adjoint technique principal de deuxième classe, soit sur le grade d'adjoint technique simplement. Il se trouve que c'est pour cela qu'on a donc besoin de créer ces 3 grades au tableau des effectifs. Donc, les créations, si je ne me trompe pas, je les ai mises en jaune. Oui. Non, mais voilà. Donc, est-ce que vous y voyez là? Est-ce que vous voyez bien le tableau? Donc, on crée un adjoint technique principal de première classe parce qu'avant c'était, on en a 0 vacant au tableau des effectifs. On le crée, donc il en restera un qu'on pourra pourvoir. Un adjoint technique principal de deuxième classe. Il y en avait un vacant, si ce n'est que c'est un faux vacant parce qu'il est occupé par une personne qui, à partir du 1er septembre, pourra donc avoir ce grade d'adjoint technique principal de deuxième classe. Il faut donc en créer un autre pour que la personne qui va être promue puisse être nommée adjoint technique principal de deuxième classe et qu'éventuellement l'électricien qu'on va recevoir puisse être recruté au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe. Adjoint technique territorial, comme vous le voyez, il y a 2 postes vacants. On a quand même besoin d'en créer un supplémentaire parce que ces 2 postes, ce sont également des faux vacants. Ce sont des personnes qui actuellement sont en disponibilité pour convenance personnelle, qui à tout moment peuvent demander à réintégrer la collectivité et qui devront du coup avoir leur place au tableau des effectifs puisqu'on les réintégrera dans la collectivité en tant qu'adjoint technique territorial. Donc, il y en avait 2 vacants avant CT, ou avant CM si vous voulez. Il y en aura 3, puisqu'on va en créer un. Après cette délibération, concernant le pôle du multi-accueil, nous avons actuellement un agent qui est en poste, qui est contractuel en qualité d'auxiliaire de périculture à 21 heures par semaine. Nous souhaitons pérenniser ce poste et le monter à 35 heures par semaine. Nécessité de service et glissement de plus en plus des activités de la directrice de la structure vers des tâches plus administratives. Pour cela, nous devons donc créer un grade d'auxiliaire de périculture principale de première classe, que vous voyez là, puisqu'il y en a 0 vacant au tableau des effectifs. Et donc après délibération, il y en aura un vacant
sur lequel nous pourrons donc affecter la personne que nous allons recruter prochainement. Si par hasard, la personne que nous allons recruter est une auxiliaire de puéricultrice principale de 2e classe, on n'a pas besoin de créer de poste puisqu'on a déjà un poste vacant dans cette strate-là. Donc ça, c'était pour vous expliquer exactement toutes les créations de postes. Je vais maintenant vous expliquer les suppressions de postes. Donc, comme on s'y est engagé, dans un travail de lisibilité et de transparence des effectifs des agents titulaires de la commune, nous allons supprimer les postes vacants qui ne sont pas nécessaires. Donc ça, c'est ceux qui sont donc en vert. Donc le grade d'attaché principal qui, si vous vous souvenez, nous avions créé il n'y a pas très longtemps, c'était pour permettre le recrutement de notre responsable du pôle vie de la cité, mais que nous recrutons finalement au grade, alors c'est encore une petite subtilité, elle va arriver rédacteur, mais dès le même jour, elle sera attachée stagiaire. Donc ça veut dire que le grade d'attaché principal, on n'en a plus besoin au tableau des effectifs. Donc, il y en avait un vacant avant le conseil municipal. Il y en a donc 0 à la fin, après la délibération. Nous supprimons également 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe. Ces 2 postes-là, voilà, si je suis... Oui, ma souris, elle ne marche plus. Bon, bref. Donc, ces 2 postes, les 2 postes en vert, là, que vous voyez ou que vous ne voyez pas, ça m'agace. Parce que ce sont des postes qui, maintenant, sont vacants suite à la nomination donc, de 2 personnes qui ont été promues. De la même façon, nous supprimons le grade de technicien. Nous n'en avons plus besoin. Ça, c'est pour nettoyer le tableau. Et je ne pourrais pas vous montrer à la fin du tableau. T'as une souris qui marche? Merci. Merci Franz. Donc, nous allons également supprimer le grade d'adjoint territorial principal de 1re classe également pour nettoyer le tableau. Donc, vous voyez, il y en avait un vacant. Il n'y sera plus après la délibération. Et nous supprimons également le grade d'éducateur principal de jeunes enfants de 1re classe. Il y en a un vacant, c'est suite à la nomination d'une des personnes qui occupait ce poste au grade d'éducateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle. Donc nous n'avons plus besoin d'avoir donc un poste vacant sur le poste d'éducateur principal de jeunes enfants de 1re classe. Et j'étais claire. Avez-vous des questions? Ou je vais peut-être finir de lire la délibération d'abord. Donc, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de l'ouverture d'un poste d'adjoint technique principal de 1re classe à temps complet à compter du 1er août 2021, de décider de l'ouverture d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet à compter du 1er août 2021, de décider de l'ouverture d'un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er août 2021, de décider de l'ouverture d'un poste d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe à temps complet à partir du 1er août 2021, de décider de la suppression d'un poste d'attaché principal à temps complet à compter du 1er août 2021, de décider de la suppression de 2 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet à compter du 1er août 2021, de décider de la suppression d'un poste de technicien à temps complet à compter du 1er août 2021, de décider de la suppression d'un poste d'adjoint d'animation principale de 1re classe à temps complet à partir du 1er août 2021, de décider la suppression d'un poste d'éducateur principal de jeunes enfants de 1re classe à temps complet à compter du 1er août 2021, d'adopter le tableau des effectifs actualisé tel que présenté en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents qui y sont relatifs. Avez-vous des questions? Bien. Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Alors, avant de passer à la prochaine délibération, je souhaiterais vous informer de 2 choses. D'abord, nous manquons toujours cruellement d'animateurs pour nos accueils de loisirs. Notre politique 0 refus nous oblige à recruter donc, des animateurs. Donc, comme cela a déjà été fait, je crois, par mail, je vous le dis là au conseil municipal, et du coup, si des gens nous écoutent et ont des personnes dans leur entourage et qui sont titulaires du BAFA et qui sont disponibles
pour faire des petites heures comme ça, des petites journées ponctuelles. Envoyez-nous vos CV, présentez-vous à la mairie ou au service éducation jeunesse. Et la deuxième information, c'est que ma fille, Maëlys, va justement, à partir de la semaine prochaine, faire de temps en temps quelques heures au service éducation jeunesse, puisqu'elle est titulaire du BAFA. Je souhaitais vous en informer. Voilà, merci. Alors, délibération numéro 2021-48, participation financière de la commune à l'organisation de la vaccination des habitants du territoire, convention avec la commune de Biganos. La parole est à Carole. Le conseil municipal. Vu la tenue de la commission finances-budget le 31 juin 2021, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020 et se poursuivra suivant les différentes étapes recommandées par la Haute Autorité de Santé tout au long de l'année 2021. La commune de Biganos a ouvert un centre de vaccination depuis le 29 mars 2021 et en assume la charge organisationnelle afin de mener à bien la campagne de vaccination liée à la pandémie de Covid-19. Ce centre permet la vaccination des habitants du territoire à hauteur de 2500 personnes environ par semaine, dont des administrés sallois. La commune de Salles souhaite soutenir l'action de la commune de Biganos par une participation financière de 3 800 € à verser au plus tard le 31 octobre 2021 à la dite commune. Il convient d'approuver cette participation financière par le biais d'une convention jointe en annexe. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention jointe en annexe visant à participer financièrement à l'organisation de la vaccination des habitants du territoire, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tous les avenants éventuels. Avez-vous des questions? Monsieur Téchouer. Juste pour connaître, est-ce qu'on sait combien de Sallois ont pu être vaccinés sur le centre de Biganos? C'est à titre d'information? Non, je pense que les données sont relativement confidentielles. Je sais qu'il y en a, et je sais qu'il y en a quand même pas mal, puisque on a un agent quand même qui a participé à la vaccination pendant un temps, enfin au moins au suivi et à l'enregistrement. Mais par contre, il y en a beaucoup, mais combien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le centre de Biganos, c'est le centre territorialement compétent pour le Val-de-Lair, sur décision préfectorale, puisque ça faisait partie des 3 centres, donc un au niveau de la Cobas, un au niveau du territoire, on va dire, Val-de-Lair élargi, et un autre au titre du territoire de la communauté communauté de communes du secteur nord. Voilà, donc les 3 centres. Celui-là étant le centre compétent, dans un esprit de solidarité avec la commune de Biganos, qui supporte presque seul, puisqu'on n'est que 2 communes à aider, c'est Salles et Lanton. C'est dans un effort de solidarité, de soutien pendant une période difficile, puisque comme toutes les communes, on fait face à les agents partent en vacances. Hein. L'idée, c'est d'aider la commune de Biganos à passer ce stade, puisque le centre doit rester ouvert tout l'été. Voilà. Et le coût global que ça représente pour on n'a aucune idée. Aucune idée. Non, nous on participe. On a demandé, ça a été demandé à toutes les communes. Il y a 2 communes qui ont répondu, Lanton et Salles. D'accord. Voilà. Et c'est la somme qu'on a souhaitée. C'est la somme que vous souhaitiez, c'est ça? C'est la somme qu'on a dit pour l'été, pour voir comment ça permet au centre de tourner, et on va dire de faire tourner le centre et d'avoir un agent qui va remplacer éventuellement les efforts que nous on fait le reste de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-49, signature d'un marché public de travaux relatif à la rénovation du terrain d'honneur de football en gazon naturel. La parole est à Séverine. Le conseil municipal, vu les délibérations numéro 2020-7-3-03 en date du 16 juillet 2020, visa préfectorale du 20 juillet 2020, et numéro 2020-9-03 du 14 septembre 2020, visa préfectorale du 15 septembre 2020, par lesquels le conseil municipal a donné délégation au maire, notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et jusqu'à la limite de 100 000 € hors taxes.
Vu l'avis favorable rendu par la commission commande publique qui s'est réunie le 1er juillet 2021, vu le rapport d'analyse des offres approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 1er juillet 2021, la passation d'un marché de travaux relatif à la rénovation du terrain d'honneur du complexe sportif de football Jean-Pierre Rodriguez est motivée par la nécessité de reprise de la surface de jeu. En ce sens, une consultation a été lancée selon une procédure adaptée. Celle-ci s'est concrétisée par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics, BOAMP, en date du 3 juin 2021, numéro 21 75 045, ainsi que sur les sites internet de la commune et sur son profil acheteur, afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limite fixée le 23 juin 2021 avant 17 h, conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants. Valeur technique pour 40%, prix pour 50%, délai pour 10%, pour un total de 100%. Au terme du délai de remise des offres, 4 entreprises ont soumissionné à la consultation. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres réalisées par la maîtrise d'œuvre Osmose Ingénierie que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle du candidat Lafite Paysage, qui a obtenu un total de 90,75 points sur 100, avec un montant total du prix global et forfaitaire de 125 838,53 € hors taxe. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte d'engagement relatif au marché, objet de la présente délibération, et tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Pardon, vas-y. D'accord, ok. Tu participes pas au vote, toi. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2021-50, convention de commercialisation de billetterie en ligne avec la société Festic. La parole est à Eric. Le conseil municipal, vu le projet de convention de commercialisation de billetterie en ligne avec la société Festic s'y annexer, dans le cadre de sa politique culturelle visant notamment à permettre un accès facilité à la culture, la commune de Salles souhaite conventionner avec la société Festic afin de proposer la vente de billets via un site internet dédié pour certains événements municipaux payants. Ainsi, les usagers pourront régler directement par carte bancaire et disposeront de billets électroniques. Les billets restants seront vendus sur place par la commune. Pour envisager d'utiliser ce dispositif dès cet été, il est nécessaire que la commune signe une convention avec la société précitée en vue de définir les engagements des parties. En vertu de cette convention, la société prendra une commission correspondant à 8% TTC du prix du billet, avec un minimum de 40 centimes, avant de reverser le montant des ventes à la commune. Il est précisé que le prix de vente au public inclura la commission. Cette convention sera conclue pour une durée d'1 an renouvelable. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de commercialisation de billetterie en ligne avec la société Festic telle qu'annexée. Avez-vous des questions? Monsieur Poc. Non, juste une petite remarque, parce que je l'avais exprimé en commission, même s'il s'agit là d'une formidable avancée qui est vraiment pratique, je trouve que la commission de 8% est assez élevée quand même. Bon, voilà, c'était juste une petite remarque. Vous n'avez pas vu les autres, hein, parce que c'est vraiment la moins élevée, c'est celle qui travaille avec toutes les collectivités, et 8%, c'est vraiment le moins qu'on ait trouvé, parce que les premières qu'on avait trouvées, c'était plutôt de l'ordre de 20% à 25% du prix du billet. Hein. Celle-là, c'est justement parce qu'elle travaille avec les collectivités, elle n'est pas très implantée chez nous, Festic, qui sont plutôt implantés dans le sud-ouest, mais plutôt du côté de Toulouse, mais c'est la seule qui a ce type de tarification et qui est beaucoup moins chère. On avait comparé avec Mios et tout ça, et la tarification est beaucoup, beaucoup plus chère. Ok, donc tac, merci. D'autres questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie.
Délibération suivante, numéro 2021-51, vote des subventions aux associations 2021, association du bureau en coulisses et les mains à la pâte. La parole est à Fabienne. Le conseil municipal, vu la demande de subvention de l'association du bruit en coulisses par courrier du 5 juin 2021, enregistré en mairie le 30 juin 2021, vu la demande de subvention de l'association Les Mains à la Pâte par courrier du 3 juin 2021, enregistré en mairie le 1er juillet 2021, vu la commission communale Association Sport, Culture et Jumelage qui s'est réunie le 1er juillet 2021, selon l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. L'association du bruit en coulisses sollicite une subvention exceptionnelle de 2 000 € dans le cadre du contexte sanitaire actuel et au lendemain de l'organisation de l'événement Petit Populaire, afin de ne pas assumer seul ce projet. L'association Les Mains à la Pâte sollicite quant à elle une subvention exceptionnelle de 1 500 € suite aux difficultés financières rencontrées face à la crise sanitaire. Pas de loto, augmentation des chats abandonnés. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des subventions à ces associations, de dire que les crédits seront inscrits au budget à l'article 65-74. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Oui, Dominique. D'accord, ok. Je me vois, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2021-52, coopération décentralisée, Chartres avec la commune de Foundiougne, au Sénégal. La parole est à Jean-Louis. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal, vu le projet de charte avec la commune de Foundiougne, vu la commission communale association sport, culture et jumelage qui s'est réunie le 1er juillet 2021, en application de l'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales, dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une charte avec la commune de Foundiougne, située au Sénégal, au sud du Sénégal, au sud de Dakar, pour ceux qui connaissent, visant à s'engager dans la recherche de moyens et projets structurants et d'échanges avec cette commune. Les projets prioritaires identifiés à ce jour sont la mise en place de services de proximité, l'éducation et la santé, l'accompagnement aux actions de développement comme le tourisme ou la culture et le renforcement de la solidarité entre jeunes de nos collectivités. Par suite, cette charte sera complétée par la conclusion d'une convention de coopération décentralisée qui sera présentée en séance au conseil municipal. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de charte avec la commune de Foundiougne s'y annexée et d'autoriser monsieur le maire à signer cette charte et à entamer les discussions visant à la conclusion d'une convention de coopération décentralisée avec cette commune. Avez-vous des questions? Concrètement, ça va se passer comment? Tu réponds, Jean-Louis ou... Comme tu veux. Vas-y, si tu veux. Tu étais à la réunion avec la région. Bien. Concrètement, ça va se passer dans deux domaines. Le domaine, on va dire, le domaine social et le domaine de l'eau et de l'assainissement. En ce qui concerne le deuxième domaine, je vais commencer par celui-là. De l'eau et l'assainissement, on définira avec la commune de Foundiougne des projets de réalisation de travaux visant à améliorer l'assainissement des eaux pluviales, l'assainissement des eaux usées et l'approvisionnement en eau potable, sachant que là-bas, il n'y a pas d'eau potable. Et avec l'aide d'une association qui œuvre en Afrique depuis très longtemps et qui a pignon sur rue, qui s'appelle l'ACAD, qui se situe à Toulouse, et qui, elle, lorsqu'on lui soumet le projet, va rechercher des financements auprès des collectivités, auprès de l'agence de bassin, etc., etc. Et le deuxième cas, le deuxième domaine, c'est le domaine social. La réalisation, par exemple, de chantiers d'insertion par des jeunes en recherche d'emploi ou des jeunes en difficulté, oui, aller aider leurs collègues sénégalais sur place pour la remise en état d'une école, la remise en état du mobilier de l'école, la remise en état d'un centre de santé,
Voilà, donc c'est assez porteur pour ces jeunes-là. Et ensuite, il y a un autre domaine, celui le culturel, qui consistera à mettre en place des échanges entre la commune de Foundiougne, les jeunes de la commune de Foundiougne et les jeunes de la commune de Salles. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, par le biais d'échanges et de comment dirais-je, d'enrichissement mutuel d'un pays à l'autre. Voilà. D'autres questions, monsieur Koch? On démarre avec un budget d'€1 par habitant à Salles, ce qui représente un budget de 7 500 € en gros. Sur 2022. Pour 2022. Ouais. Voilà. Oui, allez-y. Ouais. Oui, simplement, on croit savoir, alors vous infirmez ou vous confirmez, que apparemment, je crois que c'est la commune de Martignas en Jalles, il y a une nouvelle municipalité donc depuis un an, qui avait elle-même un partenariat avec cette commune, qui vous a sollicité pour poursuivre ce partenariat. Donc voilà, est-ce que vous pouviez me confirmer et deuxièmement, parce que j'ai regardé un petit peu, apparemment il y a une association sur laquelle il s'appuie, donc aussi à Martignas. Donc c'est la CAD aussi. Non, c'est l'association Batik. C'est l'association Batik, voilà. Je voulais en parler. Je trouvais plus mes mots. C'est effectivement en s'appuyant sur une association, Martignas a créé une association Batik, Martignas à Foundiougne, d'un Batik Foundiougne. On pourra recréer finalement la même sorte d'association sur les mêmes bases. On l'appellera peut-être autrement, peut-être qu'on l'appellera aussi Batik Salles, et qui permettra des échanges effectivement entre les populations des deux pays. Alors, quant à l'implication de Martignas, on en a parlé ici même il y a quelques semaines. Effectivement, la commune de Martignas a choisi de se désengager de cette coopération internationale et nous avons pris le relais, mais c'est quelque chose qui a été dit il n'y a pas si longtemps. L'adjoint qui était en charge, c'est quelqu'un qui est bien connu des Sallois, c'est Michel Bastida, puisque il a été joueur de rugby dans l'équipe salloise. C'était lui qui pilotait ce dossier. C'est lui qui nous a demandé si on souhaitait reprendre. Et j'ai trouvé le projet intéressant. Enfin, on a trouvé le projet intéressant, notamment parce qu'il se faisait aussi en partenariat avec les missions locales et en l'occurrence avec la mission locale Barval demain, pour envoyer des jeunes sur place se former et puis participer à des missions d'insertion. Donc c'est un vrai projet social. C'est un projet qui est très très aidé à la fois par le département et par la région. Jean-Louis était la semaine dernière, je crois, à la région. On sera associé pour cette aventure avec l'association ACAD dont il a parlé, dont c'est une des missions premières justement d'accompagner les collectivités. Parce qu'il y a des sommes quand même en jeu qui sont bien plus importantes que ce que nous, on va pouvoir mettre en 2022 et qui sont plutôt de l'ordre de plus de 50 000. Je crois qu'on est à presque 90 000 €, je crois, d'aide entre la région et le département sur toutes les actions qui pourront être pilotées. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision internationale et de donner l'opportunité à des jeunes de participer à des missions d'intérêt général. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, motion Fédération nationale des communes forestières, j'en serai le rapporteur. Considérant les décisions inacceptables du gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des communes forestières au financement de l'Office national des forêts à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2003, puis 10 millions d'euros par an en 2024-2025. Les impacts considérables des budgets des communes et des collectivités qui vont devoir chercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens. Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois prévus dans le futur contrat État-ONF. Considérant l'engagement de la solidarité sans cesse renouvelée des communes forestières au service des filières économiques, de la forêt et du bois en période de crise, notamment sanitaire, l'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, les incidences sérieuses sur l'approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur, les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière bois comme atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique ainsi que la lutte contre le changement climatique. Le Conseil municipal exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes forestières et la révision complète du contrat d'objectifs et de performance État-ONF.
demande une vraie ambition politique de l'État pour les forêts françaises et un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. Avez-vous des observations? Monsieur Poc. Voilà. Mes chers collègues, nous sommes là ce soir réunis pour nous indigner au moyen de cette motion sur la hausse de la contribution des communes forestières à l'ONF. En fait, cette situation montre à l'évidence toute la duplicité de l'État en matière interventionniste. Savez-vous en effet que le 22 décembre dernier, l'État a lancé le volet forestier de son plan de relance pour préserver les forêts de demain, un volet doté de 200 millions d'euros pour les 2 prochaines années. Est-ce le signe évocateur du fameux « en même temps », si cher à notre chef de l'État? Toujours est-il que nous commençons à en prendre l'habitude avec le mode de fonctionnement de l'État qui n'est pas nouveau, déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est désespérant et insupportable. Cela rejoint donc nos échanges de tout à l'heure avec Perrine, et c'est indiscutable, nous retrouvons ici des véritables points de discorde. Il est grand temps que l'État se reconcentre sur ses missions essentielles et cesse de faire les poches des organismes, des collectivités ou même dans une moindre mesure de nos concitoyens pour trouver les ressources dont il a besoin, tant il est omniprésent, voire omnipotent dans tous les domaines de la vie publique, comme hélas aussi de la vie privée. Chaque année, c'est la même rengaine au moment de la préparation et de la discussion du projet de loi de finances. L'État glouton cherche désespérément qui spolier en vue de trouver de nouvelles ressources lui permettant de réduire le déficit budgétaire. Pour ne prendre qu'un seul exemple démonstratif, citons aussi les ponctions injustes des agences de l'eau qui ont représenté plus de 500 millions d'euros ces dernières années, correspondant à 20% de leur budget. Le hold-up créé par les agences de l'eau affaiblit leur capacité d'intervention. Elles octroient donc de moins en moins de subventions aux collectivités territoriales pour les aider dans leurs actions d'assainissement collectif ou dans le cadre d'études et diagnostics pour préserver la ressource en eau. Elles sont aussi moins en mesure de soutenir les collectivités en matière de solidarité internationale pour soutenir des projets de coopération pour l'accès à l'eau et à l'assainissement des pays en voie de développement, comme on vient de le voir justement avec la convention que nous allons signer avec la commune du Sénégal. Par voie de conséquence, notre agence de tutelle, l'agence Adour-Garonne, ne finance à présent quasiment plus aucune politique communale, alors que nos collectivités en auraient bien besoin, compte tenu des investissements lourds qu'il faudrait réaliser et des coûts induits. On assiste donc, impuissant, à un désengagement de l'État dans des domaines de plus en plus multiples, alors que ce dernier investit de plus en plus massivement dans la sphère sociale. Il y a là l'objet d'un vrai débat à ouvrir sur la nature et le bien-fondé des dépenses publiques dans notre pays. Et l'on pourrait passer à la loupe bien d'autres contradictions, encore, si l'on aborde aussi le sujet des emplois aidés financés pour partie par l'État, que notre collectivité utilise abondamment pour limiter la hausse de sa masse salariale. Et c'est ce même État qui va reprocher ensuite aux collectivités territoriales d'embaucher toujours plus. C'est simplement ubuesque. À force de tirer sur la corde, ce déséquilibre ne cesse de faire des nouvelles victimes, car en réalité, n'oublions jamais que rien n'est gratuit et que tout finit par se payer. Ce que nous donne l'État d'une main pour nous materner et nous conduire finalement dans une situation de dépendance, c'est le cas par exemple en matière d'autonomie fiscale, avec la suppression de la taxe d'habitation, compensée par l'État au moyen d'une usine à gaz, il le retire de l'autre. Ou pour dire les choses autrement, et très simplement, à moins d'être bien naïf ou aveugle, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je vous rappelle pour mémoire qu'au dernier Conseil, nous votions déjà une motion pour obtenir de l'État davantage de fonctionnaires pour notre brigade de gendarmerie de Belin-Bélier. Nous n'avons pas fini avec ce type de motion si nous ne prenons pas conscience de tous ces paradoxes. Nous sommes donc face à un cruel dilemme. Pour vulgariser sur la base des exemples cités, que faire? Profiter d'une aide à la tarification sociale pour la cantine, mais se voir contraindre par l'État de payer un péage sur la 63 pour financer la mise à 2 fois 3 voies? Bénéficier de contrats aidés ou obtenir des officiers de gendarmerie supplémentaires pour limiter les risques de délinquance? Accepter la disparition de la taxe d'habitation au risque de voir les communes forestières pénalisées pour enflouer les caisses de l'État? Ou encore avoir des aides de l'État pour compenser les pertes liées à la crise du Covid ou donner davantage d'argent à la recherche pour produire un vaccin français. En attendant, nous voterons donc sans état d'âme pour cette motion soutenue par l'Association des maires de France.
même si à ce train-là, nous pourrions en voter une à chaque conseil. Mais au vu des expériences de ces dernières années, je ne suis pas certain que cette démarche finira par infléchir la position, l'espèce, du gouvernement. Alors, à défaut de nous poser les bonnes questions, résignons-nous à avoir bonne conscience. Merci de votre écoute. D'autres observations sur le sujet? Non, moi je vais juste... Je pense, je vous rejoins sur pas mal de points, sauf sur quelques-uns, bien entendu, notamment quand j'ai entendu l'investissement dans la sphère sociale. Heureusement qu'ils s'y mettent, l'État, des fois, sur la sphère sociale. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il y a des choses qui n'auraient jamais avancé. Au même titre que les emplois aidés, ce n'est pas que des mauvais dispositifs, les emplois aidés. Ça peut être aussi des bonnes passerelles pour remettre des gens en situation de travail. Et c'est pas non plus c'est pas de l'argent dilapidé que d'aider ou que de donner des emplois aidés. Il faut qu'il reste ce pour quoi ils sont faits, c'est remettre en situation de travail des gens qui sont en difficulté d'embauche. Et je pense que si ça, c'est pas le rôle de l'État, alors quel est son rôle? Je pense que l'État n'a pas vocation à vendre des billets d'avion à Air France, pas plus que de construire des voitures chez Renault. Par contre, qu'il aide à mettre des gens en situation d'emploi, je pense que c'est tout à fait son rôle, comme c'est son rôle aussi d'intervenir dans la sphère sociale quand il y a besoin, sur la régulation des loyers ou sur plein de choses comme celle-là. Voilà, c'est le seul point qui nous différencie, parce que sur le reste, je suis assez d'accord avec vous. Mais alors, au moins sur ces deux points-là, je pense que ça, si ça ne fait pas partie des missions régaliennes de l'État, je ne sais pas ce qui en fait, mais à mon avis, et la sphère sociale, la sphère des contrats aidés, enfin tout ce qui est dans le social en général, et tout ce qui est dans d'autres domaines, type les énergies, je l'ai déjà dit, autre chose, ça, c'est de la vraie mission régalienne, comme la gendarmerie, autre chose. Mais la sphère sociale en fait aussi partie, quand même. D'autres observations? Non. Je mets aux voix cette motion. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, communications diverses. Le prochain conseil municipal, il aura lieu donc le 20 septembre 2021. Je vous invite à le noter dès maintenant. On a reçu une question écrite. Je ne sais pas qui la lira chez vous. Allez-y, Mme Heurtaud. Sauf que je ne l'ai pas. C'est toi qui l'as? Alors, la municipalité a mis en œuvre cette année une importante campagne de curage des fossés, en 2 temps, au motif que les zones étaient fortement humides. Et pour cause. Nous avons subi dans la même année une crue centennale et une cinquantennale. On pourrait cependant se demander si l'équipe municipale a réellement choisi le meilleur moment pour réaliser cette campagne. Si nous ne contestons pas la nécessité de cette campagne, il est néanmoins possible de s'interroger sur plusieurs points. Tout d'abord, sur la période choisie. Il est couramment admis, c'est une information qui figure d'ailleurs sur la plupart des sites des préfectures du département, que les périodes d'intervention doivent être programmées avec attention, avant la fin du mois de mars et après début juillet pour le curage, période durant laquelle la majorité des espèces animales et végétales ont déjà accompli leur cycle de reproduction, et entre début septembre et fin janvier pour le fauchage. Pourtant, la campagne allait bon train durant le mois d'avril, mettant à mal l'écosystème. Les travaux de curage ne présentent a priori pas de risque particulier pour les ouvrages enterrés. Toutefois, afin de se prémunir d'éventuels dommages qui pourraient être occasionnés, il est en principe indispensable de passer une convention spécifique avec les exploitants des réseaux portant sur la sécurité et les éventuelles conditions d'information préalables aux travaux, ou respecter la procédure DT-DICT, déclaration de travaux à proximité de réseau, normalement obligatoire pour toute opération de curage. Avez-vous bien effectué ces démarches? S'agissant à présent de l'évacuation des boues et sédiments consécutifs au curage, ils sont tout d'abord restés en marge des fossés, ce qui induit qu'avec le ruissellement des eaux, ils ont pu polluer la nappe phréatique. Il semblerait qu'ils aient été ensuite entassés sur le bout du chemin de Capette, alors qu'ils auraient dû être stockés dans un endroit approprié, sécurisé et ne présentant aucun risque. En effet, ces boues sont en partie polluées, voire toxiques, contenant des traces de métaux lourds d'hydrocarbures.
Il apparaît en outre que plusieurs personnes seraient venues pour prélever à des usages domestiques une partie de ces boues avec les conséquences que l'on peut aisément deviner. Que préciser à ce sujet le contrat avec la société Charda, notamment concernant les modalités de stockage? Y a-t-il eu une mise en concurrence et quel est le coût effectif de cette opération? Pour une majorité se prévalant d'être extrêmement respectueuse de l'environnement, il est donc surprenant de constater ces faits qui nous conduisent à penser que cette campagne de curage avait surtout des vertus en termes de communication, vu le nombre de publications à ce sujet sur le Facebook de la ville. Montrer que l'on fait, si possible, sans plus attendre. Nous vous remercions dès lors de bien vouloir nous éclairer sur ces différents points. Sur le fond après. Ton micro, Dominique, s'il te plaît. Ton micro et ton masque. Comme ça, tu vas... Oui, à propos des fossés, alors quel est le rôle premier d'un fossé? En fait, c'est l'évacuation des eaux pluviales. Et un fossé ne doit jamais recevoir des eaux usées, que des eaux pluviales. Il y a bien plus d'hydrocarbures dans le bassin d'Arcachon que dans tous les fossés du Val de l'Aire. Et c'est bien en deçà des seuils autorisés. Il y a des plantes bio-indicatrices qui révèlent la toxicité des sols et des fossés, comme la datura, etc. Et Hervé Georges vous en parlera tout à l'heure, peut-être bien mieux que moi. Et généralement, les plantes participent à l'amélioration des sols. Les fossés font partie du sol aussi. Deuxième rôle important du fossé, c'est le filtrage et l'épuration des eaux qui vont se retrouver en aval, vers le bassin. L'épandage des composts sur les terres agricoles, industrielles, mélangées au bout de stations d'épuration, sont championnes de la toxicité des sols, sans parler des phytosanitaires. Donc les fossés, le risque toxique, il est beaucoup moindre sur les fossés que dans bien d'autres endroits. Sur les... Ah, pardon. Si ces interrogations sont pertinentes, je ne peux que regretter la fin de votre question, qui renoue à nouveau avec les sous-entendus et la polémique. On ne doit pas avoir la même conception de l'esprit constructif que vous revendiquez partout, je n'en doutais pas, mais cela se confirme. Cette majorité se veut en effet respectueuse de l'environnement, mais loin de tout extrémiste, comme vous le dites. Nous sommes plus engagés dans une démarche dite de développement durable, alliant le social, l'économie et l'écologie, loin de toute politique strictement écologique et punitive. Cette campagne de curage n'est pas faite dans le cadre d'une campagne de communication, comme vous le laissez entendre. Cette méthode de faire est aujourd'hui révolue, c'était la vôtre. Elle est juste le résultat de votre inscription budgétaire pour un montant de 15 000 € et que nous avons mis en œuvre quand nous avons pu. Vous le dites très bien, les pluies que nous avons eues nous en ont empêché auparavant. La campagne de curage a commencé début mars et s'est prolongée jusqu'en avril pour permettre aux fossés de se vider un peu. Vous avez raison, le mieux est de le faire avant le mois d'avril. Nous allons nous y employer, puisque nous allons poursuivre à ce rythme et pour le même montant tous les ans. Toutefois, la machine qui a procédé aux travaux répond à des normes environnementales, contrairement aux autres méthodes. Avec sa tête cylindrique, elle ne prend réellement que le fond du fossé, sans toucher à ses accotements. Il va d'ailleurs falloir prévoir une campagne dépareuse avant les prochains curages pour permettre une plus grande efficacité. C'est également parce que cette machine est unique dans le département que nous l'avons choisie. La chance que nous avons eue, c'est que l'entreprise qui la possède est saloise. Sur la mise en concurrence, nous avons respecté strictement le Code des marchés publics. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les prix négociés par votre majorité à l'époque, dans le cadre d'un marché public pour le curage des fossés, et en l'occurrence dans le cadre du marché à bon de commande, étaient de 1,80 € hors taxe du mètre linéaire, quand la société Charda nous a proposé un tarif à 1 € hors taxe du mètre linéaire. Cela permettait de faire 15 km de fossés, quand le précédent marché ne permettait que d'en faire 8 km. Comme quoi, vous n'avez pas le monopole du souci d'une saine gestion.
Sur l'obligation de déclaration de travaux, il n'y a rien d'obligatoire pour la collectivité. Si cela est vraiment nécessaire dans le cadre d'un reprofilage, cela n'a aucune utilité pour un curage dans la mesure où on reprend juste le fil d'eau initial du fossé. Aucune chance donc de rencontrer un réseau, comme cela a pu être le cas au Cap-Plane par le centre départemental routier quand ils ont reprofilé le fossé de la route départementale. Sur le stockage des boues, essayons de rester sérieux. Les boues qui stagnent en fond de fossé sur les voiries communales reprennent certainement un peu d'hydrocarbures et autres déchets. Les métaux lourds, laissez-moi rester perplexe. Sur les départementales peut-être, sur les axes sur lesquels on a curé les fossés, certainement pas. Les boues ont été mises à 3 endroits, Maison de la Chasse, le Pujot et Capette, à la demande du service voirie. On va maintenant les laisser décanter pour ensuite les étaler. Elles ont moins de chances de polluer quoi que ce soit sur les pistes plutôt qu'en restant dans les fossés qui finissent par rejoindre l'air. J'espère au moins que ces quelques éclaircissements ont répondu au moins à quelques-unes de vos interrogations. Voilà, je vous souhaite donc... vas-y, Hervé. Oui, moi je voudrais quand même vous rassurer puisque j'ai été sur les sites de stockage et grâce aux plantes bioindicatrices, je peux vous dire qu'il n'y a pas de métaux lourds. Par contre, je peux vous conseiller d'aller voir certaines cultures industrielles de maïs et là vous allez retrouver ces plantes bioindicatrices, c'est-à-dire la datura ou la vergette de Canada, qui sont des plantes qui sont là parce qu'il y a des métaux lourds. Voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis au mois de septembre, passez un bon été.